en Estonie, tout près de là, le Parlement réagit sur l'activisme qu'il considère de la part des résidents russes. Les députés estoniens ont voté l'interdiction de voter aux élections locales pour l'importante minorité russe du pays et les autres résidents non européens. 93 législateurs sur les 101 sièges de la Chambre ont soutenu cet amendement constitutionnel. Ces minorités russes dans les pays baltes, c'est, on le sait très bien, hein, le ferment possible d'une explosion et de l'exploitation des Russes qui peuvent dire on va aider nos fameux frères russes. C'est le prétexte. Vous savez, c'est le cas des Sudètes classiques, des Sudètes en 1938, et c'est le cas de Donbass qui a servi à Poutine. En fait, soi-disant, les pauvres Russes étaient persécutés, et au lieu de les rapatrier sur la mère patrie, il est venu massacrer les Ukrainiens. Et donc là c'est la même chose. En plus, ils ont du ressentiment, parce qu'en fait, en Lettonie, on leur refuse la nationalité. Donc en fait, ils ont même inventé un statut spécial qui est le non-citoyen, en fait. D'ailleurs, je crois que l'Union européenne, puisqu'ils sont dans l'Union européenne, les Estoniens, va pas accepter ça. C'est un truc qui est complètement contraire aux lois européennes. Vous pouvez pas avoir dans un pays de dire qu'il y a des citoyens qui sont tout d'un coup des citoyens de deuxième niveau. Ces Estoniens d'origine russe sont nés. Ils ne veulent pas aux élections locales. Ils sont nés en Estonie. Il s'agit des élections locales. Des élections locales pour des non-européens. Oui, c'est des non-européens. Ce ne sont pas les russophones qui sont nés en Estonie. C'est des Russes qui ont le passeport russe. Qui sont venus s'installer plus tard. S'installer plus tard ou qui sont arrivés récemment. Les Britanniques ne votent plus. Mais ceux qui possèdent le passeport russe, avant, ils n'avez pas compris, parce qu'il y a une minorité russophone. Margot, sur les faits, c'est important parce qu'il y a deux propositions de loi en fait au Parlement. Le Parlement, il y a une coalition au pouvoir qui est de 66 députés, donc qui est à peine la majorité pour faire voter une loi. Il y a une proposition de loi qui inclut tout le monde, les russophones, les apatrides et tout le monde, et une deuxième proposition de loi qui est plus soutenue que l'autre, qui ne concernerait que les apatrides, parce que, comme l'a très bien dit Sergueï, c'est-à-dire qu'à la fin de l'URSS, un tiers de la population était russophone, et que par manque de sang estonien, ils n'ont pas été acceptés par l'Estonie comme des citoyens estoniens. Et on parle de ces apatrides dans la deuxième proposition de loi. On est là vraiment dans les processus, les risques d'engrenage, parce que rappelez-vous que les Russes ont toujours pris comme prétexte ces minorités russes. Regardons la carte. Dans l'Estonie, la Lituanie et voilà, l'Estonie, Lettonie, Lituanie, il y a là des minorités russes, on va voir la carte des minorités, où effectivement, pour ce qu'ils appellent les frères russes, dans le langage de Vladimir Poutine, c'est toujours le prétexte à des interventions. Rappelez-vous, déjà Gorbatchev, même Gorbatchev, pacifique à bien des égards, avait envoyé des chars en Lituanie. Il y a quand même, il y a toujours une confusion pas possible entre les Russes et les russophones. Moi, je suis russophone, je suis ukrainienne russophone, je parle parfaitement bien et le russe et l'ukrainien, même si l'ukrainien est ma langue maternelle. Donc, il faut que ça soit clair. En Estonie, quand on parle des Russes, c'est des gens qui possèdent les passeports russes. Ils peuvent avoir les passeports estoniens aussi, mais ils ont les passeports russes. Il ne s'agit absolument pas des russophones, parce qu'il faut savoir qu'en Estonie, les Estoniens avec les passeports estoniens, ils sont aussi russophones, ils parlent aussi russe. Donc, il s'agit d'interdiction de voter dans les élections locales pour ceux qui possèdent les passeports russes, même si c'est le troisième ou quatrième passeport. Mais pas les russophones, pas les russophones. C'est important, parce que là, tu déformes quand même un tout petit peu, parce qu'effectivement, comme on a dit déjà avec Margot, il y a une partie de la population qui était des Russes russophones, qui étaient habitants de l'Estonie, mais à qui les Estoniens ont dit, parce que vous êtes venus pendant l'occupation soviétique, on vous refuse en fait votre nationalité estonienne. Et ils ont inventé un statut qui est non-citoyen. Voilà. Non-citoyen, c'est même pas apatride, c'est non-citoyen. Ils ont un document où c'est écrit, vous n'êtes non-citoyen. Mais ils n'ont pas de passeport estonien, voilà, c'est à peu près ça. Ce qui est incroyable, c'est que l'Union européenne ait accepté ça. Le résultat de ça, avant. Quoi qu'il en soit, ça c'est les blessures de l'histoire, parce que ces pays ont subi tellement de choses, mais d'ailleurs de la part des Allemands et de la part des Russes. Ce qui explique justement... Ah non, ils ont été libérés en 1940. Hein. Les ressentiments. Ils étaient pro-allemands entre 41 et 44, les pays. Ça dépend de quel Estonien et quel Lituanien on parle. Enfin, mais parce qu'en fait, ils avaient été opprimés, un petit peu comme l'Ukraine, et ils ont accueilli, au départ au moins, les Allemands comme des libérateurs. Sauf les Juifs en Lituanie, qui étaient très nombreux et qui ont été massacrés à 80%.
98%. Il y a eu des pogroms assez importants. Par les Ukrainiens. Tout ça, c'est qu'effectivement, quand tous les spécialistes parlent des engrenages... Oui, les Juifs ont été massacrés en Lituanie, en Lituanie. Par les Russes. Par les Allemands, selon les Allemands. Par les Lituaniens, les Allemands, par le génocide juif en Lituanie, oui. Avançons, mais juste pour le résultat de tout ça... On ne peut pas changer l'histoire. C'est le risque, évidemment, des engrenages. C'est-à-dire, typiquement, pour Poutine et pour la Russie, ça a toujours été un sujet essentiel, de dire les frères russes, comme ils les appellent, ils peuvent dire demain, on envoie des chars à leur secours. Et vous avez vu les endroits, si on remet la carte, donc en fait c'est vers les frontières. Oui. Donc en réalité c'est très facile en fait d'y aller, parce que donc en Lettonie c'est à la frontière avec la Biélorussie, à un bout avec la Russie. En Estonie c'est donc Narva et toute la partie qui est au nord, c'est quasiment à la frontière avec la Russie. Donc c'est très facile géographiquement de le faire. Et c'est un jeu très dangereux. C'est un jeu très dangereux. C'est un jeu qui a été joué en Ukraine après l'accord qui a échoué, l'accord intra-ukrainien du 21 février 2014, après juste le lendemain de la fuite de Yanukovych vers l'est de l'Ukraine, eh bien la Rada, c'est-à-dire le Parlement, a aboli le statut du russe de deuxième langue officielle dans les régions de l'est de l'Ukraine. Alors ça a été ensuite rapporté, le président a dit non, on va pas faire ça quand même, mais ça a créé une furie évidemment en Russie qui a amené la réaction russe dès le jeudi suivant. C'est tout à fait faux, parce que la Russie a déjà fait un travail de destruction et aussi de manipulation d'informations dans ces régions, et c'est pas les Ukrainiens qui se sont révoltés, c'est les Russes qui déjà étaient dans la région qui ont commencé à faire du genre on est les séparatistes. Mais les Ukrainiens, la langue nationale et officielle, c'est l'ukrainien partout. Donc il ne peut pas avoir... les Ukrainiens ont décidé qu'il n'y aura pas d'autre langue officielle. Alors ça permet. Le problème, c'est que les gens qui étaient russophones et qui allaient au commissariat de police, ils ne pouvaient pas parler leur propre langue parce qu'ils ne parlaient pas ukrainien. Il faut apprendre la langue nationale pour après accéder à toute l'administration française. C'est très bien que vous soyez jacobine, mais il y a des pays où il y a plusieurs langues, comme en Suisse par exemple. Et je dis effectivement que la loi de la Rada, mais qui était rapportée d'interdire le russe, est une loi scélérate. S'il vous plaît, Margot Haddad. Alors, le but de cette proposition-là, de loi, c'est notamment de demander à ces apatrides, parce qu'en français ils l'ont traduit comme ça, et aux russophones, de faire une demande de citoyenneté estonienne à qui on n'a pas donné cette citoyenneté, en leur faisant passer un test de langue pour savoir s'ils parlent la langue estonienne. Et ça, c'est un passage très important. Mais dans ce côté russophone dont vous parlez, Darius, et j'y reviens parce que je vois que vous me faites un signe pour que je revienne à ça, la partie russophone, rappelez-vous des mots de Steve Witkoff qui a dit « Ces territoires appartiennent à la Russie » lors de ces négociations, dans cette interview avec Tucker Carlson, parce qu'ils sont russophones. Et là, très clairement, ces partis russophones dans les pays baltes sont extrêmement bien intégrés. C'est une population très bien intégrée. Mais à partir du moment où on reprend ce narratif-là, c'est un narratif de propagande russe, très clairement. Ouais. Et je vous rappelle juste un petit truc. C'est quoi l'approche de Trump par rapport aux langues? Il a signé quoi comme bill? Il a signé que la seule et unique langue aux États-Unis, c'est l'anglais. Oui. Donc c'est en répondant à tous ceux qui disaient il faut installer comme deuxième langue aux États-Unis l'espagnol parce qu'il y a 50 millions d'Espagnols. Avançons s'il vous plaît. Je vois que vous avez une passion pour les statuts juridiques en Estonie, mais le résultat de tout ça, le risque de l'engrenage avec demain des chars russes qui entreraient en territoire estonien par exemple. Ce sont des petits territoires, ça peut aller extrêmement vite. Que se passerait-il? Écoutez, Zaloujny, c'est l'ancien patron de l'armée ukrainienne, il s'exprime avec une franchise désarmante en disant attention, l'article 5, c'est pas du tout sûr, l'article 5 de l'OTAN, le fameux 1 pour tous, tous pour un, qu'il entrerait vraiment en action. Les pays baltes l'ont très bien compris. Ils comprennent qu'il n'y a pas d'article 5 et qu'il n'y en aura jamais. La Pologne l'a compris, puisque nos missiles et ceux de la Russie y tombent régulièrement.
La Roumanie comprend tout, mais reste silencieuse. Et parfois, ils m'appelaient pour me dire de me taire. Je leur ai dit, eh bien, 2 Sahel vous sont tombés dessus. Alors pourquoi restez-vous silencieux? Ils m'ont répondu, taisez-vous monsieur s'il vous plaît. Puis ils m'ont dit, pourquoi avez-vous allumé vos systèmes de guerre électroniques? Maintenant, ils volent vers nous. Je leur ai répondu, eh bien, abattez-les. Vous avez 40 F-16. Voilà, je vous pose la question, celle qui est induite par ça. Oui ou non, l'OTAN entrerait-elle en guerre, les pays de l'OTAN? Est-ce que la France, par exemple, entrerait en guerre pour défendre les pays baltes si demain les chars entraient? Il faut bien lire ce qu'est l'article 5 exactement, parce que c'est là où se niche le détail. L'article 5 qui dit les parties conviennent qu'une attaque armée contre un ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties. Si une telle attaque se produit, chacune d'elles assistera à la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt individuellement et d'accord avec les autres parties telle action qu'elle juge nécessaire. Et c'est là où ça ouvre le champ des possibles, y compris l'emploi de la force armée, mais pas forcément l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord. Alors moi je vous réponds, la France, oui, dans les premières minutes, les Rafales seront en l'air et aideront. D'abord on a des Rafales parce qu'on a Air Baltic Policing qui est là-bas, on a plusieurs Rafales, ensuite on y entretient des troupes régulières et je rappelle que pour envahir les pays baltes, il faut passer sur des troupes de l'OTAN. Et donc ça ne sera pas si facile que ça. D'autre part, n'oubliez pas qu'il peut y avoir l'équation nucléaire si on étend le parapluie avec nos intérêts vitaux. C'est une incertitude supplémentaire pour Vladimir Poutine. Il ne saura pas ce que l'on fera dans le cas où les pays baltes seront attaqués. Alors je ne dis pas qu'on déclenchera le nucléaire pour les pays baltes, mais en revanche, il ne le saura pas. Souvenez-vous des plans polonais. La France était épargnée. Vous vous souvenez de ça? Le Royaume-Uni était parlé. Les plans polonais de 1976 de l'attaque. Et donc, c'est une incertitude. Le parapluie nucléaire français étendu à l'Europe est une incertitude supplémentaire pour Vladimir. Mais ça ne se passera pas comme ça. Ça se passera pas comme l'attaque allemande contre la Pologne du 3 septembre 1939 ou l'attaque contre l'Ukraine du 24 février 2022. Avec les chars. Ça ne sera pas avec des chars, etc. Oui, ça sera beaucoup plus... Ça sera quelques policiers, des gardes frontières, ça sera nié. Ça sera, le Kremlin va mentir, il sait très bien faire ça, mentir. Ouais. Là, vous voyez, là, elle est d'accord avec moi, que le Kremlin sait très bien mentir. Ben, c'est vrai, oui, évidemment, le Kremlin sait très bien mentir. Ils vont pas... Et ça sera petit à petit, ça sera un grignotage. Mais non, ils diront c'est des pompiers, c'est des policiers, etc. Mais c'est pas vrai, voilà, etc. Et c'est comme ça sera progressif.